Le bien immobilier que vous avez mis 30 ans à payer ne vous protège peut-être pas. Il est peut-être même devenu votre plus gros risque. Et cette semaine, les États-Unis viennent d'en donner un signal clair. Là-bas, une maison neuve se vend maintenant moins cher qu'une maison ancienne. Une situation extrême qu'on n'avait pas vue depuis 25 ans. Les prix baissent, ils s'ajustent. Le marché respire. Retenez bien ça parce qu'en France, c'est exactement l'inverse qui vous guette. Ici, quand le marché se grippe en France, les prix ne bougent presque pas. À la place, l'État ajoute une taxe, il durcit une règle, et votre bien devient impossible à revendre au bon prix. Vous n'êtes pas protégé, vous êtes coincé. Et voici le chiffre qui devrait vous faire tiquer. Les vrais riches français, ceux du top 1%, n'ont qu'un tiers de leur patrimoine en immobilier. Vous, si vous êtes un propriétaire normal, votre patrimoine est composé de 2 tiers d'immobilier. Donc, la vraie question, celle que personne ne vous pose, c'est qui paye l'addition fiscale et qui finit coincé avec son bien sur les bras. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés et j'ai longtemps cru que l'immobilier était un investissement qui me protégeait. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui m'a fait changer d'avis et surtout comment savoir si votre immobilier vous protège vraiment ou s'il vous piège. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai mis en description un diagnostic gratuit, 3 minutes qui vous dit où vous en êtes vraiment. Il vous donne votre profil d'investisseur et les 3 points qui vous freinent dans vos investissements. On y reviendra, mais le lien est déjà là. Voilà l'idée de cette vidéo et elle va peut-être déranger. En France, l'immobilier n'est plus un outil pour bâtir son patrimoine quand on fait partie de la classe moyenne. C'est devenu un outil de captation, c'est-à-dire une machine à transférer votre argent vers l'État. Vous gérez le bien, vous payez les charges, vous prenez les risques et l'État, lui, il encaisse à chaque étape sans jamais signer un chèque. Alors, on va me dire, et c'est l'argument qu'on entend partout, mais la fiscalité immobilière, c'est normal. Ça finance les services publics, ça protège les Français, ça évite la spéculation. La pierre, c'est ce qu'il y a de plus sûr. C'est le patrimoine du bon père de famille. Et c'est un argument sérieux. Il est même rassurant. Le problème, c'est qu'il décrit un pays qui n'existe plus. Reprenons le chiffre que j'ai cité au départ parce que c'est lui qui change tout. Quand l'INSEE regarde le patrimoine des Français, l'immobilier pèse en moyenne 61% du total. Pour les ménages simplement aisés, pas encore les ultra riches, on monte aux alentours des 2 tiers. Mais regardez le top 1%, ceux qui ont vraiment réussi à construire un patrimoine. Chez eux, l'immobilier ne représente plus que 36% du total. Le reste, ce sont des actifs financiers et professionnels. Ce sont des actifs liquides, faciles à transformer en argent et qu'on peut déplacer. Autrement dit, plus vous montez dans l'échelle du patrimoine, moins vous avez d'immobilier. Les plus aisés n'ont pas fui la pierre par hasard, ils ont compris quelque chose avant les autres. Et ce qu'ils ont compris, je vais vous le montrer point par point. Petite question avant de continuer. Imaginez que je vous demande là tout de suite 2 chiffres précis sur votre patrimoine. Le premier, quelle part exacte est immobilisée dans la pierre? Le second, combien cette part vous coûte chaque année en fiscalité réelle? Est-ce que vous sauriez me répondre au chiffre près? La plupart des gens en sont incapables. Et c'est exactement ce que mon diagnostic gratuit vous donne en moins de 5 minutes. Le lien est en description. On continue. Maintenant, laissez-moi faire l'addition complète, pas un impôt isolé, mais tous les impôts mis bout à bout. Parce que c'est là que se cache le piège. Chaque ligne, prise seule, paraît supportable. C'est l'addition qui ne l'est pas. Premièrement, la taxe foncière. Entre 2014 et 2024, elle a augmenté de 37% en moyenne. À Paris, elle a bondi de 88%. Pendant ce temps, les loyers, eux, ont monté de moins de 9%. Et son taux moyen au niveau national a dépassé les 40% de la valeur locative en 2024. La valeur locative, c'est la base théorique que le fisc retient pour calculer la taxe. Le plus sournois, c'est la mécanique en place. Depuis 2018, cette base est indexée sur l'inflation. Elle a donc grimpé de 7,1% rien qu'en 2023, du jamais vu depuis 1986. Vous ne votez rien, vous ne signez rien et pourtant, la facture monte toute seule. Deuxièmement, les revenus locatifs. Si vous louez et que vos revenus vous placent dans une tranche d'imposition élevée, l'addition peut grimper vers 60%. Cette addition, c'est l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux, plus la contribution exceptionnelle. Vous cherchez le locataire, vous gérez les travaux, vous avancez l'argent pour les charges, et sur 100 euros de loyer, il peut ne vous rester qu'une quarantaine d'euros. Il y a un dernier risque, le plus grave, que je garde pour la fin de cette vidéo. Ce n'est aucune de ces taxes. C'est même ce qui peut vous faire tout perdre quand les autres lignes de coûts, elles, restent supportables. On y arrive dans un instant. Pour l'instant, finissons l'addition.
Troisièmement, et c'est nouveau, c'est ce qui rend tout ça urgent, la prison réglementaire. J'entends par là des règles qui peuvent bloquer votre bien du jour au lendemain. Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G au diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, est tout simplement interdit à la location. En 2028, ce sera le tour des logements classés F. En 2034, celui des E. On parle d'environ 3,9 millions de passoires thermiques dans le pays. Donc ces fameux logements mal isolés. Par une simple loi, votre bien peut donc devenir illégal à louer du jour au lendemain, à moins de sortir parfois des dizaines de milliers d'euros de travaux. Et je ne vous parle même pas de l'IFI, cet impôt sur la fortune immobilière que la France est l'un des très rares grands pays européens à maintenir encore. Je ne vous parle pas non plus de la loi de 1948, ni de la trêve hivernale qui peut bloquer une expulsion pendant des mois. Vous voyez le tableau? Aucune de ces lignes prises seules ne fait peur. C'est l'empilement qui transforme un actif en boulet. Je vais être honnête avec vous parce que je suis bien placé pour en parler. En 2006, mes parents m'ont convaincu d'investir avec eux dans des appartements à Valence, en Espagne. Mon père avait vu les prix se multiplier par 4 en 10 ans et il me répétait une phrase que vous connaissez sûrement, l'immobilier, ça ne baisse jamais. J'avais déjà de l'expérience sur les marchés et pourtant, j'ai signé sans vraiment refaire les calculs. Parce que cette phrase-là, on l'a tous en tête. En 2009, l'appartement valait 40% moins. Il a fallu 15 ans pour revenir au prix d'achat. 15 ans. Et là, j'ai compris quelque chose de simple. L'immobilier ne baisse jamais, c'est une phrase que dit quelqu'un qui n'a jamais vécu un cycle immobilier complet. Mais attention, et c'est là que beaucoup se trompent, le vrai danger de cette histoire, ce n'est pas la baisse de 40%. Une baisse, ça se rattrape. Le vrai danger, c'est autre chose. Et pour vous le montrer, il faut que je vous parle de mon cousin. Mon cousin, lui, il a cru à l'immobilier à fond. Entre 2005 et 2007, il a acheté 3 appartements à crédit, toujours en Espagne. Il a emprunté au maximum, le fameux effet de levier où on achète gros avec très peu d'apport. Et lui aussi, il répétait la même phrase. L'immobilier monte toujours. En 2009, tout se retourne en même temps. Les locataires partent, les prix chutent de 40%. Et les banques, c'est ça le piège, changent les règles en cours de partie. Elles exigent des garanties supplémentaires. Mon cousin se retrouve à devoir sur un bien plus que ce que vaut le bien. Il ne peut plus vendre parce qu'il devrait alors de l'argent à la banque. Il ne peut plus renégocier, il ne peut plus bouger. Vous voyez, il n'a pas été ruiné par la baisse, il était devenu prisonnier de ses propres biens. Et il a fini par tout perdre, y compris sa résidence principale. Et c'est ça l'élément que je gardais pour la fin. Le risque numéro 1 de l'immobilier en France aujourd'hui, ce n'est pas que les prix baissent, c'est que vous ne pouvez plus en sortir de l'immobilier. C'est un actif lourd, taxé en permanence, très réglementé, difficile à revendre et concentré sur un seul pays. Quand votre patrimoine est bloqué dans le même pays et dans le même type d'actifs, vous n'êtes pas diversifié, vous êtes exposé. Et c'est important. Si vous êtes dans cette situation, ce n'est pas de votre faute. On vous a vendu la pierre comme une garantie. Le crédit pas cher, les dispositifs de défiscalisation, les discours rassurants, tout vous poussait à y aller. Personne n'avait intérêt à ce que vous regardiez la note fiscale complète, celle qu'on vient d'additionner. Moi, mon déclic, je l'ai eu en 2010. Un jour, je fais l'inventaire de mon propre patrimoine à tête reposée. Et là, ça me saute aux yeux. Mon épargne en euros, mes comptes en France, mon immobilier en France, mon employeur européen. 100% de ma vie financière reposait sur un seul pays ou presque. C'était exactement comme avoir un portefeuille d'actions avec un seul titre. Si ce titre-là dérape, bah vous perdez tout. Sauf que ce titre, c'était un pays entier et son système fiscal. Je n'ai pas tout vendu du jour au lendemain, ça aurait été absurde, mais j'ai commencé méthodiquement à faire ce que les patrimoines les plus aisés font naturellement. J'ai rééquilibré. Je suis sorti de la concentration. J'ai gardé une partie en actifs mobiles et liquides qui ne dépendent pas d'une seule décision politique. Ce n'est pas de la fraude fiscale, ce n'est pas de l'exil fiscal, c'est de la simple répartition du risque et c'est parfaitement légal. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça ne veut pas dire vendez votre maison. Surtout pas. Votre résidence principale, c'est l'endroit où vous vivez. Et ça a une valeur qu'aucun tableur, qu'aucun fichier Excel ne capturera jamais. Ça veut dire 3 choses. Un, connaître votre vraie concentration. Quel pourcentage de votre patrimoine est immobilisé dans la pierre? Si c'est 70, 80 ou 90%, vous êtes dans la classe moyenne du graphique, pas dans le top 1%. Deuxième chose, calculez votre rendement réel, celui qui reste une fois tous les impôts payés, et non le rendement brut qu'on vous a vendu.
Une étude de l'Institut IREF estimait ce rendement net, dans bien des cas, entre 1,66% et 2,94%. Et il est même parfois négatif. Troisième chose, vous demandez quelle part de ce patrimoine vous pourriez mobiliser demain matin en cas de besoin. Si la réponse est presque rien, vous n'avez pas un patrimoine, vous avez une assignation à résidence dorée. Du coup, je vous pose la question. Aujourd'hui, à la louche, quelle part de votre patrimoine est en immobilier? Un tiers? La moitié? Les trois quarts? Mettez juste le pourcentage en commentaire, ça m'intéresse de savoir où se situe la communauté et je réponds à tous les commentaires. Parce qu'au fond, ce qui change après cette vidéo, ce n'est pas un chiffre, c'est un regard. La prochaine fois qu'on vous dira investi dans la pierre, c'est ce qu'il y a de plus sûr, vous ne verrez plus seulement un toit, vous verrez la taxe foncière qui monte inexorablement, les réglementations comme le DPE qui peuvent rendre votre bien illégal à la location, le rendement net que les impôts rongent et surtout la concentration sur un seul pays. Et vous saurez poser la seule question qui compte. Est-ce que je construis mon patrimoine dont je pourrais disposer librement ou est-ce que je suis en train de m'enchaîner à un système qui me laissera jamais partir? Alors, avant de prendre la moindre décision, faites le point sur votre situation réelle. La plupart des quiz en ligne sont là pour vous flatter, vous faire plaisir. Le mien fait l'inverse. Il pose 14 questions factuelles, ce que vous détenez vraiment, votre exposition réelle, et à la fin, il vous donne votre vrai profil d'investisseur et vos 3 chantiers prioritaires. C'est gratuit, les réponses sont confidentielles et le lien est en description. Commencez par savoir où vous en êtes, le reste en découlera. Et maintenant que vous voyez pourquoi l'immobilier français peut vous enfermer, la vraie question devient dans quoi investir à la place. Quels actifs tiennent vraiment sur 10 ans et se déplacent facilement? J'en ai fait une vidéo entière, les 4 actifs que je garde en ligne de mire pour 2032. C'est juste ici et ça complète exactement ce qu'on vient de voir.